Jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et en direct sur Public Sénat. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour, je suis ravie de commencer l'année avec vous et j'en profite pour présenter mes meilleurs vœux à toutes celles et ceux qui nous suivent ce matin. Marine Tondelier, vous êtes la secrétaire nationale des écologistes. Et si le gouvernement abandonnait la retraite à 64 ans pour ne pas être censuré par la gauche? C'est tout l'enjeu des discussions que les socialistes, vous les écologistes et les communistes ont engagées ces derniers jours. Est-ce la fin du nouveau Front populaire puisque la France insoumise n'est pas dans ces discussions? Que demandez-vous exactement à François Bayrou pour qu'il puisse rester à Matignon plus de 3 mois? Quels mots précisément voulez-vous entendre mardi dans sa déclaration de politique générale? Bienvenue dans ce grand jury, Marine Tondelier. À mes côtés pour vous interroger, Perrine Tarnot de Public Sénat, Pauline Buisson de M6 et nous serons rejoints par Claire Conruit du Figaro. Dans ce grand jury, Marine Tondelier, nous aurons une séquence dédiée au Parlement, là où la censure peut être votée. Nous parlerons de nos relations tendues avec l'Algérie et du retour de Trump au pouvoir. Et puis vous répondrez à nos questions express et il y aura aussi un moment 2027. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Marine Tondelier, vous êtes engagée dans des discussions avec le gouvernement pour ne pas faire tomber le Premier ministre, pour un peu de stabilité politique et un budget pour la France. Êtes-vous en train d'obtenir une remise en cause de la réforme des retraites et de l'âge de départ à 64 ans? Alors nous négocions le plus fortement sur 2 sujets, les retraites et l'environnement. Et le fait est que ces 2 sujets, on a réussi à les mettre sur la table. Et le fait que je sois ce matin pour vous en parler, pendant que d'autres collèges de gauche sont sur d'autres chaînes, le fait que, d'ailleurs, à droite, ça panique et que ça insiste lourdement pour ne pas revenir sur ces sujets, on voit bien qu'on a réussi une chose importante, c'est-à-dire à remettre en débat le sujet des retraites, parce que cette réforme, chacun s'en rappelle, elle avait été adoptée de manière illégitime, malgré des millions de personnes dans la rue, malgré des signataires de pétitions, et malgré le fait que l'Assemblée nationale n'avait pas de majorité pour la voter. On avait dit qu'on n'abandonnerait jamais, nous tenons nos promesses, nous y sommes. Je vous repose la question, est-ce que vous êtes en train d'obtenir la remise en cause des 64 ans? De fait, je vois qu'il y a des petits pas qui sont faits. Très largement insuffisant par rapport à ce que nous demandons, nous y reviendrons, mais c'est en train de bouger. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron, François Bayrou, le président, le Premier ministre et le ministre du Budget se voient, de quoi ils parlent? De comment on rétropédale sur les retraites. Ce que nous leur disons fermement, c'est qu'on ne se contentera pas de miettes, de micro-symboles qui concernent à la fin quelques milliers de personnes. Nous voulons un geste fort et ils doivent céder. Pourquoi je dis ils doivent céder? C'est parce qu'ils ont été désavoués par les 2 manières les plus fortes dont on peut désavouer une politique dans la Ve République. La première, c'est par les urnes, par les électeurs. Et la deuxième, c'est par les représentants, les députés, par la représentation nationale, par la censure. Et donc, quand on est désavoué et par les urnes et par la représentation nationale, on doit changer de politique. Et on ne peut pas nous expliquer chaque jour qu'il faut que tout change pour que rien ne change et que chaque changement est impossible parce que c'est trop compliqué, etc. Ce qui va être compliqué pour eux, c'est de continuer la même politique. Sinon, les mêmes causes emporteront les mêmes conséquences. Et je le dis très solennellement en début d'émission, ça ne me fait pas rire. Je n'en retire aucun plaisir et aucune fierté parce que la situation dans laquelle est la France sans budget est terrible. Alors peut-être que parce qu'on est encore au tout début du mois de janvier, on ne le sent pas encore beaucoup, mais moi je peux vous dire que chaque heure, je reçois des messages de responsables associatifs, de personnes dans la fonction publique, de gens qui gèrent, vous savez, par exemple, des grands appels à projets, que ce soit dans le milieu de la culture, dans le milieu de l'environnement, qui ne peuvent pas commencer. Ouais. Donc dans les semaines qui viennent, ça va devenir très dur et pour tout le monde, je veux le rappeler solennellement, et donc le gouvernement a la responsabilité, oui, de trouver des solutions et de faire des compromis pour nous sortir de cette crise sans précédent. Mais justement, Marine Tondelier, dans ces discussions, quelle logique vous privilégiez? Est-ce que ce sont des victoires pour la gauche ou la stabilité politique pour justement obtenir un budget, faire en sorte que l'économie française ne plonge pas? Je conteste votre question. Moi, je ne demande pas des victoires pour la gauche. Je demande des changements concrets pour les Françaises et les Français. Je ne suis pas en train de me battre ni pour mon image, ni pour mon intérêt personnel de chef de parti. Nous voulons des gestes forts et concrets pour les Français. Les Françaises et les Français qui se sont déplacés comme jamais aux urnes. Forts pour les Français, ce n'est pas la stabilité politique, en tout cas. Les Françaises et les Français qui ont été votés comme jamais, très très nombreux, ils doivent voir
pouvoir palper en monnaie sonnante et trébuchante, avec des effets concrets pour leur vie, que oui, le gouvernement est en train de changer de politique. C'est pour ça que, vous voyez, des fois, dans des discussions comme celles qu'on a en ce moment avec le gouvernement, oui, des fois, il y a des débats techniques qu'il faut avoir aussi. Mais ce que je leur dis au début de chaque échange et de chaque réunion, c'est pas juste nous qu'il faut convaincre, c'est les Français. Est-ce que, quand ils entendront François Bayrou, ils se diront « tout continue comme avant, ils n'ont rien entendu » ou est-ce qu'ils se diront « Ah là, c'est intéressant ». Et les retraites, c'est très symbolique de tout ça, parce que si on arrive à changer des choses sur les retraites, moi je veux que cette réforme, son application soit abandonnée. Je suis très claire là-dessus. Est-ce qu'on obtiendra ça? Je n'en sais rien, et je vois très bien à quel point l'équation est compliquée pour tout le monde. Mais si on arrive à la fin à faire en sorte que des personnes partent à l'âge de la retraite auquel ils auraient dû partir si cette réforme n'avait pas eu lieu, alors on aura changé la vie de Français, des Français. Et c'est quand même pour ça qu'on fait de la politique au début. Avant de revenir en détail sur les retraites, François Bayrou, dans ses vœux à Pau vendredi soir, a dit « On tente quelque chose qui par essence est impossible ». Croyez-vous ce midi à votre démarche, aux chances de votre démarche? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des solutions confortables, faciles, évidentes, et pour le gouvernement, et pour nous, au Nouveau Front Populaire, ça n'existe pas. On est dans un endroit où les zones de confort n'existent plus. On est dans un endroit inédit, on est dans un voyage en terre politique inconnue et en terre institutionnelle inconnue. Est-ce que vous faites confiance à François Bayrou pour avancer avec vous? Mais moi, j'aurais fait confiance. Vous aviez refusé de rencontrer Michel Barnier dans un premier temps. C'est pas vrai. Est-ce que là, vous faites confiance à François Bayrou? J'ai rencontré Michel Barnier, je l'avais eu au téléphone, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ce que je dois vous dire, c'est que j'aurais eu confiance dans un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. C'est ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est ce que nous avons obtenu des urnes et c'est ce à quoi le président de la République fait obstruction. À partir du moment où il nomme quelqu'un qui est de son camp politique, non, nous n'avons pas confiance. Mais qu'est-ce qui a changé finalement? Est-ce que c'est la censure et donc vous êtes plus à même d'éviter une instabilité politique? Qu'est-ce qui a changé dans votre positionnement? Il y a pour moi deux faits politiques majeurs. Le premier fait politique majeur nouveau, c'est qu'au 31 décembre, la France n'a pas réussi à se doter d'un budget, ce qui emporte des conséquences institutionnelles, politiques, économiques, financières graves et lourdes. Y compris, je le dis parce que ce n'est pas un gauchiste, Édouard Philippe dit « Moi, je suis prêt à faire des compromis pour obtenir en échange la stabilité politique et donc rassurer les marchés. » Édouard Philippe y est prêt. Et donc je pense que ça devrait être possible pour tout le camp présidentiel. Le deuxième fait politique majeur, c'est cette semaine qui, à titre personnel, m'a traumatisée. Cette semaine, en novembre, où Marine Le Pen et Michel Barnier se sont enfermés dans un duo, dans une danse étrange, qui a passionné et dérouté une partie des Français en disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» qui s'est fini de manière tragique. Mais cette semaine-là, je me suis dit deux choses. La première, c'est que ce n'était pas normal qu'un gouvernement de droite en soit rendu à discuter seulement avec l'extrême droite, alors que nous étions parvenus à arriver en tête de l'élection législative. Et la deuxième chose, quand j'entendais parler du déremboursement des médicaments, de certains sujets qui sont des marqueurs pour nous, j'étais furieuse et fâchée de me dire c'est nous qui devrions être en train de se battre pour ces mesures. Et donc, ce que je pense fermement, c'est qu'il faut que nous soyons, nous la gauche et nous les écologistes, une force d'interposition, mais une double force d'interposition. Une force d'interposition entre Macron et les Français. Il faut les protéger de ce président, démocratiquement, politiquement, socialement, environnementalement. C'est ce que nous faisons en essayant d'arracher un maximum d'arbitrage. Et il faut qu'on s'interpose entre la Macronie et le Rassemblement national. Parce qu'une partie d'entre eux, oui, se sont déshonorés. D'ailleurs, ils ont eu la censure quand même, mais le déshonneur de surcroît, en se tournant vers l'extrême droite. Et ce qui est important pour moi en ce moment, je vais terminer là-dessus. Ce qui est important pour moi... Quand vous visez Emmanuel Macron à l'instant, oui, cela veut dire que vous demandez à François Bayrou de se décrocher du président de la République. Oui, d'aller à l'encontre de la politique qu'il a toujours menée jusque-là. Ce que je leur dis surtout, et je leur dis les droits dans les yeux ce matin, s'ils nous regardent, et je sais qu'ils nous regarderont, parce qu'ils sont un peu coincés en réalité, et ils ont encore quelques heures pour se sortir de l'impasse. Je leur dis droit dans les yeux, nous avons pris nos responsabilités, nous, au Nouveau Front Populaire, les socialistes, les communistes et les écologistes. Nous sommes venus vous voir. Et on sait ce que ça nous coûte et on sait à quelle critique on s'expose, que je comprends tout à fait. On a fait ce pas, on est sorti de notre zone de confort. On vous a fait des propositions claires sur les retraites, sur les budgets de l'environnement et sur beaucoup d'autres sujets. Maintenant, c'est à votre tour. Et s'ils décident de ne rien faire et de continuer comme si de rien n'était, ils n'auront plus aucune excuse, ils n'auront plus aucun alibi. Ils ne pourront pas dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ne sont pas venus à notre réunion », ils ne pourront pas dire « Ah, c'est parce qu'ils n'avaient pas de proposition ».
tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Ça, et on l'a fait avec clarté, constance et cohérence. Ça, maintenant, c'est à leur tour. C'est votre avertissement ce midi. Vous parliez de danse tout à l'heure avec le RN. Donc, ce qu'on a vu cette semaine, c'est une autre danse entre le gouvernement et une partie de la gauche, je le disais. On a vu vos entrées et sorties au ministère de l'économie. Y a-t-il toujours des discussions en cours ? Avec M. Lombard ? Oui, au-delà des entrées et sorties qu'on a pu voir. Oui, je l'ai encore eu au téléphone hier. On a un point d'étape prévu cet après-midi. Vraiment, vous me connaissez, j'ai le mérite d'être sincère. Je ne vous balade pas. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Et il est probable qu'à la fin, il n'arrive pas à nous donner ce que nous voulons et que nous devions quand même voter la censure. Ce n'est pas ce que nous voulons. On le fera sans plaisir et sans fierté. Est-ce que vous demandez à discuter désormais avec François Bayrou, par exemple, passer à l'étage au-dessus, là où la décision sera finalement prise ? Mais nous l'avons déjà fait. Ou est-ce que vous attendez le discours, la déclaration de politique générale mardi pour voir le résultat de toutes ces discussions ? Bon, la première chose, c'est qu'on a déjà discuté avec François Bayrou dès les tout premiers jours de son arrivée à Matignon. Oui, Ça n'avait pas été rassuré. Mais depuis les avancées avec Éric Lombard, est-ce que vous avez des contacts avec François Bayrou ? J'ai quand même l'impression qu'à ce moment-là, François Bayrou a compris qu'il avait raté quelque chose avec nous. J'ai eu la sensation qu'il essayait de rétro-pédaler ensuite, maladroitement, que voilà, c'était pas très réussi comme exercice et qu'il nous a ensuite envoyé comme interlocuteur Éric Lombard, sûrement parce qu'il sait qu'on est plus susceptible de s'entendre avec lui. Éric Lombard, oui, est quelqu'un de sincère et de sympathique. Ça fait pas tout en politique, mais c'est déjà une bonne base de départ et je dois vous dire que ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé avec ces gouvernements successifs. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment, c'est un sentiment très personnel, mais je pense partagé avec la délégation écologiste, que quand nous lui parlons, nous avons un degré de compréhension de ce qu'on raconte assez inédit aussi avec ce camp politique et même pas seulement un degré de compréhension, mais un degré d'adhésion à ce qu'on peut raconter. Mais est-ce que vous avez une idée du mandat ? Attendez, je vous dis juste quand même que ça ne va pas suffire. Il ne sera pas évalué sur est-ce qu'il est sincère et est-ce qu'il comprend ce qu'on raconte. Il sera évalué sur les marges de manœuvre qu'il parvient à dégager ou pas. Et là, on voit bien que ça se joue avec le Premier ministre et ça se joue aussi avec le Président de la République, dont je sais qu'ils se sont revus hier soir. Et que, voilà, donc moi, Éric Lombard, on a beaucoup discuté avec lui, on va continuer à le faire, mais j'en appelle là, devant vous ce midi, au Président de la République et au Premier ministre qui doivent vraiment montrer qu'ils ont cédé sur des choses, sur des marqueurs forts pour les écologistes et forts pour les Français. Et dans le même temps, vous avez entendu l'avertissement du président du Sénat, Gérard Larcher, donc la droite, les Républicains, Gérard Larcher qui dit qu'il ne veut ni suspension ni abrogation de la réforme des retraites. Donc de l'autre côté, François Bayrou ne veut pas non plus perdre le soutien de la droite. Mais est-ce que vous savez combien il y a de députés des Républicains ? Moins que des députés une quarantaine. de la gauche. Combien y a-t-il de députés socialistes, communistes et écologistes ? 120. Ils ont qu'à faire les calculs. Oui, mais enfin, cela dit, pour l'équilibre gouvernemental et du bloc central, vous avez raison. Il n'existe plus sans les Républicains. Donc, vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai toujours été claire. Quand nous avons été reçus à l'Élysée, quand nous avons été reçus à Matignon, ça faisait suite à des courriers que j'avais faits en tant que chef du Parti écologiste, le jour même de la censure et avant qu'elle soit votée, de la censure de Michel Barnier. J'avais écrit à tous les chefs de parti qui avaient participé au Front républicain en disant c'est pas parce que c'est la passion de ma vie et que c'est ce que je veux faire par principe. Mais j'avais dit la situation politique nous oblige à trouver une solution dans le cadre du Front républicain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a trois blocs, le bloc NFP, le bloc macroniste et le bloc extrême droite, où personne n'a la majorité absolue, vous avez un gouvernement minoritaire et donc vous allez devoir trouver à l'Assemblée, qui que soit le Premier ministre, un accord au sein du Front républicain. Dans chacune de ces réunions... Sauf que vos demandes à la fin, c'est de demander à François Bayrou de se détacher d'Emmanuel Macron et finalement quasiment de se détacher aussi des Républicains. Attendez, dans chacune de ces réunions, il y avait Laurent Wauquiez, la première fois en face de moi et la deuxième fois juste à ma droite. Les deux fois, en préalable de la réunion, était très clair sur le fait que pour moi, ce parti politique n'avait rien à faire autour de la table, parce qu'il n'avait pas participé au Front républicain, parce qu'ils usurpent d'ailleurs leur nom. Et j'ai été très claire à chaque fois. Vous n'êtes pas rentré au gouvernement parce qu'on savait que... Attendez. Emmanuel Macron, il a plusieurs choix au moment de la censure du gouvernement Barnier. Continuer pareil en nommant encore quelqu'un de son camp et nous nommer nous. Il décide de nommer François Bayrou. François Bayrou a alors deux choix, puisqu'il est au MoDem, il se prétend être au centre du centre du centre du centre, comme il nous l'a dit quand nous l'avons rencontré. Il aurait pu dire, du coup, je me tourne à ma gauche. Il décide de suivre la consigne d'Emmanuel Macron. Il n'aurait sans doute pas été nommé sans l'avoir promis, en disant, je pars du socle commun,
c'est-à-dire les macronistes et la droite, et j'essaye de l'élargir. Et quand tu pars, quand tu es du Modem... Les socialistes ne voulaient pas rentrer au gouvernement. Quand vous êtes du Modem et que vous commencez par dire « je pars du socle commun avec la droite et j'essaierai d'élargir », vous n'élargissez à rien. J'aurais pu vous écrire, la fin était courue d'avance. Et donc, on a été clair là-dessus. Vous choisissez de travailler avec les Républicains, c'est votre choix. Et je leur ai dit dans les 2 réunions, votre équation sera alors assez insolite. Au-delà, parce que ce qu'on vous demandera, le gouvernement, au sein même du gouvernement, certains vont s'y opposer. Et donc, j'avais dit, vous me dites que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous me dites que vraiment vous voulez trouver un accord avec nous. C'est pas que François Bayrou qui nous l'a dit, c'est plusieurs ministres de ce gouvernement. Je leur ai dit, ce sera très compliqué, je vous souhaite bon courage. S'il n'y avait pas LR, vous auriez pu rentrer au gouvernement ? Non, parce que ce n'était pas un gouvernement avec un Premier ministre qui a été élu sur notre programme. Donc il n'y avait pas d'autre solution pour François Bayrou. Peut-être qu'ils auraient pu faire un gouvernement sans les Républicains. Excusez-moi, c'était possible. Ça veut dire encore moins de monde et encore moins de députés qui les soutiennent. Non, mais ça veut dire que l'accord avec nous était quand même beaucoup plus simple, parce que vous venez de dire à juste titre, c'est votre raisonnement, et vous avez raison de l'indiquer, qu'à partir du moment où vous faites un socle commun, un pacte gouvernemental entre les centristes, dont le Modem, et la droite, forcément, ça décentre tous les compromis qu'on peut trouver. Et donc, ça va quand même pas être de ma faute, alors que on nous a volé le résultat de notre élection, volé Matignon, et que maintenant, on va vous dire, alors, qu'est-ce que vous faites, les écolos ? Je vous repose la question de ce début d'émission. Alors, vous croyez à un compromis possible ou pas d'ici mardi ? Je pense que chaque heure qui passe, il devient plus compliqué. Et je pense, comme je l'ai dit, depuis que M. Bayrou a été nommé à Matignon, qu'il avait pavé chaque jour le chemin de sa propre censure. C'est-à-dire que moi, on me pose à chaque interview, et c'est normal, la question de qu'est-ce que vous allez voter mardi. Mais posez-leur à eux. Demandez-leur, est-ce que vous allez faire en sorte ou pas d'être censuré par la gauche et par les écologistes ? Quel compromis pourrait vous satisfaire ? Est-ce que c'est vraiment une suspension de cette réforme des retraites ? Est-ce que c'est une renégociation, une abrogation ? Quel est le terme exact que vous souhaitiez que François Bayrou emploie mardi prochain lors de sa déclaration de politique générale ? On a 2 préalables, 2 conditions nécessaires mais non suffisantes. La première, c'est que cette réforme des retraites ne s'applique plus, qu'on abandonne son application. Abrogation. Pas une suspension, un abandon. Une abrogation. En fait, de fait, s'ils annoncent une suspension qui soit une vraie suspension, de fait, c'est une abrogation. Parce que je pense que ça crante des choses. Quand vous dites cette réforme ne s'applique plus, et pas pour 6 mois. Moi, j'ai entendu Patrick Kanner dire je demande qu'elle s'arrête 6 mois. C'est une ineptie. J'étais très fâchée d'entendre ça. Il y a d'ailleurs rétropédalé ensuite. Et même le MEDEF dit si vous devez l'arrêter, si vous devez suspendre cette réforme, faites-le au moins 12 ou 18 mois. Parce que ce que demandent les marchés et le milieu économique, c'est de la prévisibilité. Mais nous ne demandons pas que ça. Nous avons aussi des demandes fortes sur l'environnement. Et j'ai l'habitude, en tant que secrétaire national écologiste, de devoir ramer pour remettre le sujet sur la table. Donc je le mets fortement ce matin. On demande 7 milliards à minima pour l'environnement. Pas que sur le budget de l'écologie, mais aussi sur des budgets, par exemple, de transport ou du logement qui impactent à la fin le climat. Juste un petit point calcul. Vous demandez 7 milliards. La réforme des retraites, c'est au minimum 3 milliards de manque à gagner pour l'État. Il faut trouver 40 milliards d'économies, à minima aussi. Comment vous faites vos calculs là ? Parce que... Alors, la première chose, c'est que sur l'environnement, les sommes que l'on demande, ce ne sont pas des dépenses sonctuaires. On demande en fait le rétablissement de coups de rabot. Parce que je rappelle quand même que ce gouvernement qui voulait, vous rappeler, il voulait tout réarmer. Il voulait réarmer la démographie, réarmer l'économie. À force de vouloir tout réarmer, c'est l'écologie qui s'est pris la balle. Quand au printemps dernier, ils ont d'un trait de plume fait 10 milliards d'économies par décret, il y avait 2 milliards d'économies pour l'environnement. C'est-à-dire que c'était 20% des économies sur l'environnement qui ne représentent pas du tout 20% du budget de l'État. Et donc ça, c'est pas possible. On est à un moment où l'habitabilité de la planète même est remise en question, où on voit bien qu'il y a 1,5 degré de réchauffement climatique, là, acté par les chiffres de Copernicus. C'est un chiffre qui est tombé hier, donc par rapport à l'ère pré-industrielle. Et 1,5 degré de plus, et on a toujours dit que c'était ça qui faisait que le climat s'emballait, qu'on n'arrivait plus à tenir la machine. Et donc, attendez, quand vous en êtes là... Vous faites des économies sur quoi, du coup ? Quand vous en êtes là, et qu'on vous dit « Ah non, mais l'écologie, on va supprimer tout, c'est là qu'on va couper dans le gras », en fait, c'est inacceptable. Et donc... Comment vous les financez, ces 7 milliards ? Par des impôts supplémentaires ? Nous avons fait des propositions, notamment la proposition d'un ISF climatique que l'on porte depuis longtemps. Pourquoi on fait cette proposition ? Parce qu'on le voit, il y a un chiffre d'Oxfam qui est sorti ce week-end. Vous savez, quand vous prenez... le bilan carbone, d'émissions carbone, enfin le budget en fait carbone que peut avoir un habitant de la planète pour un an, les plus pauvres de cette planète, et ils se comptent par milliards, ce budget d'un an qu'ils ont en carbone, ils l'épuisent en 3 ans. Les plus riches, les 1% des plus riches, l'ont explosé, ça y est,
en 10 jours. En 10 jours. Bernard Arnault a épuisé son budget carbone en 2h50. Un ISF climatique. Et donc, évidemment qu'il faut que les plus riches contribuent parce que ce sont leurs modes de consommation et aussi les activités qui les enrichissent qui nous amènent là. Et parce que toutes les études le montrent, les marges de manœuvre de quelqu'un qui est très très riche pour faire baisser son budget carbone sont immenses. Un ISF climatique. Il faut prendre moins de jets privés, etc. Je suis sûr que ça va leur porter. Un ISF climatique pour trouver 7 milliards, l'ISF ne rapportait pas 7 milliards d'euros. Oui, mais ça, c'est une question d'assiette et une question de taux. Si on décide que le rendement à la fin doit être 10 milliards, on y arrive. Et puis on a plein d'autres propositions. On a des propositions, par exemple la flat tax, pour que les revenus des actionnaires, en gros, soient taxés au même niveau que les revenus du travail. On a des propositions multiples, une taxe sur les billets d'avion aussi, qui avait été mise à l'Assemblée nationale dans le budget Barnier. Il y a beaucoup de propositions de recettes qui sont sur la table. Vous confirmez que le gouvernement a aussi mis sur la table une taxation des patrimoines les plus riches ? Oui, mais je ne vais pas vous en parler. Parce que j'estime qu'il y a des moments de négociation où le fait d'en parler, de mettre sur la table, compromet quelque part le fait d'y arriver. Et je regrette que cette proposition ait fuité des rendez-vous que nous avons eus avec M. Lombard. Parce que je pense que une bonne proposition selon vous ? Je pense vraiment que ça lui complique la tâche. Et avec les lobbies en tout genre qui s'excitent dans ces cas-là. Et avec le président de la République et son camp. C'est pareil sur l'air, ça ne voulait pas nous dire où vous en êtes. Alors peut-être qu'il y a des sujets où je dis pas où j'en suis parce que je trouve pas ça très clair et très concret. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a demandé des rendez-vous intermédiaires parce que si on a juste une restitution lundi soir du bilan des courses et qu'elle ne nous va pas, alors on pourra plus rien faire, ni lui ni nous, pour arriver à un accord. Sur les retraites, vous dites que vous avez engagé le débat avec le ministre de l'économie. Est-ce qu'il reçoit aussi vos arguments sur l'ISF climatique, sur toutes les pistes d'économie que vous avez évoquées ? Oui, bien sûr. Alors après, on voit bien que s'il avait été nommé ministre en septembre, en fait, de fait, un ministre du budget, pour avoir du poids, il aurait dû être nommé au printemps dernier. Ça, moi, je l'ai dit tout l'été. Je ne savais pas qui serait nommé Premier ministre, mais je disais toutes les semaines, c'est une semaine de perdu pour le climat, pour la justice sociale, parce que plus vous nommez quelqu'un tard, moins il a le temps de préparer le budget. Et les documents, c'est des milliers de pages, doivent être déposés sur le bureau de l'Assemblée début octobre. Donc en nommant M. Barnier mi-septembre, c'était déjà il n'avait pas envie de changer de politique vraiment, et en plus, il n'avait pas le temps. Là, Éric Lombard, il est nommé après que le budget aurait déjà dû être adopté. Donc évidemment, qu'ils sont dans un exercice où ils peuvent que activer, vous savez, le truc de l'alarme d'urgence là dans les trains. Et donc, il nous dit déjà, ça, on pourra en discuter pour le budget 2026. Mais vous voyez bien que nous, c'est tout ce qui est remis à la Saint-Glinglin, pour nous, n'existe pas, parce qu'ils ne seront plus là. Marine Tondelier, si vous finalisez un accord de non-censure avec le gouvernement... Nous, on ne discute pas d'un accord de non-censure. Hein. Ça, c'est un terme socialiste. D'accord. Nous, les écologistes, je vais vous dire... C'est quoi votre... que vous ne retenez pas ? Il s'agit bien de savoir si vous censurez aujourd'hui, ou si vous ne censurez pas à la fin. Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison concrète, aucune, de ne pas voter la censure vous parlez de quoi, mardi. Et donc, ce qu'on attend de François Bayrou... Non, mais nous, ils ont nos messages sur la table. Ils savent quoi dire pour nous rassurer. La question, Marine Tondelier, c'est quand même de savoir si les écologistes votent ou non la censure. Oui, mais on ne discute pas d'un accord de non-censure comme si on était dans une coalition avec le gouvernement. C'est le mot accord qui vous gêne, mais le principe, c'est exactement le même. Ouais. Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas des contorsionnistes. Je pense que tout le monde nous connaît dans ce pays, les écologistes, pour être assez solides sur nos appuis. Et donc, il y a certains, notamment les insoumis, qui disent les écologistes, ils vont être piégés à la fin. On n'est jamais piégés. Si on n'a pas de raison de ne pas voter la censure, on la votera. Ouais, donc ça veut dire que même s'il y a une avancée sur les retraites, vous pourriez quand même voter la censure. Mais oui, parce que... Et d'ailleurs, on peut... Donc, excusez-moi. Non, mais attendez. Comment on négocie avec vous si à la fin, vous prenez aucun engagement ? C'est pas des négociations. J'ai pas dit que je prenais aucun engagement. J'ai donné les conditions... les conditions nécessaires mais non suffisantes pour que nous ne votions pas la censure. La fin de l'application de la réforme des retraites, pas la Saint-Glinglin, et 7 milliards à minima pour l'environnement. Ce sont les deux conditions nécessaires mais non suffisantes. Parce que si M. Bayrou arrive à la tribune de l'Assemblée nationale, nous, par magie, par miracle, et déjà, il faudra voir d'où on vient pour en arriver là, donne un truc très très substantiel sur les retraites et rétablit à minima les 7 milliards sur l'économie, mais sur l'environnement, mais nous dit des choses atroces sur l'immigration. Et donne des gages à Retailleau sur des sujets très très durs. Je sais pas, par exemple, il dit j'abroge la réforme des retraites, mais j'abroge aussi l'aide médicale d'État. Ouais, donc en fait, ça va pas être possible. Marine Tondelier, à 99% de chance, vous allez voter la censure jeudi prochain. Ça dépend du gouvernement. Et ça dépend de François Bayrou, c'est entre ses mains. Vous ne voulez pas être accusé de servilité, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça. C'est que je suis solide sur mes appuis.
je ne me trahis pas et je ne me contorsionne pas. Les efforts que nous faisons, c'est en allant discuter avec eux. Pas quand même à quelques concessions. C'est ce que nous faisons en allant discuter avec un gouvernement, voyez-vous, qui a mis Bruno Retailleau au ministre de l'Intérieur, qui, Bruno Retailleau, mérite à lui-même censure. Et je vais vous dire, aller discuter avec un Premier ministre qui a mis Bruno Retailleau à l'intérieur, c'est déjà un effort très très substantiel de notre part. Donc vous prenez le risque très substantiel. Et vous savez pourquoi on le fait ? Je le fais parce que j'estime que de discuter avec nous les oblige à ne pas tout céder à ce monsieur. Ouais. À ne pas tout céder sur des sujets dégueulasses qui mettent en cause l'humanisme dont doit faire preuve la France, sur en plus des sujets où il est démagogue et où ce qu'il propose est contre-productif et met en danger la santé de tous les Français, en l'occurrence sur l'aide médicale d'État. Donc ne me faites pas de leçons de morale sur ceux qui ne prendraient pas leurs responsabilités ou pas. Non, mais il s'agit pas de donner des leçons de morale, mais c'est le risque de l'instabilité politique et institutionnelle. Maintenant, c'est à l'heure. Qui inquiète les Français. On verra juste si le gouvernement continue de parler avec vous après cette émission. Je leur conseille. C'est ce qu'on verra. Parce que j'ai cru comprendre que les réunions avec Laurent Wauquiez, voyez-vous, n'étaient pas très agréables non plus. Bon. Parce que je ne sais pas pour qui se prend ce monsieur, mais je l'ai vu à l'œuvre dans les réunions. Je vous rappelle quand même qu'il a refusé d'accepter le ministre du Travail, parce que c'est une insulte pour lui, tellement c'était pas un assez gros ministère. Vous avez évoqué vous voyez, je ne suis pas sûre que les discussions avec les Républicains soient très confortables. Vous avez évoqué de vous-même les réactions de la France insoumise. Je vais vous rappeler quand même les phrases de Jean-Luc c'est toujours très doux à mes oreilles. La petite gauche traditionnelle n'a rien à offrir et ses négociateurs sont juste ridicules de servilité. Vous avez oublié la phrase où Jean-Luc Mélenchon dit que lui, il dort tranquille. Et donc déjà, je suis ravie qu'il ait un sommeil de qualité. C'est important pour sa santé. D'accord, mais c'est très pas sur cette phrase-là que je vous demande de réagir. Tout ça m'intéresse moyennement parce que j'estime que le nouveau Front populaire, c'est important. Nous savons pourquoi nous l'avons fait. Nous savons là où ça nous a amené, c'est-à-dire en tête des élections législatives. Et je vais vous dire, je ne suis pas là pour dramatiser chaque épisode. Donc le nouveau Front populaire n'est pas menacé aujourd'hui par vos discussions avec le gouvernement. Et les écologistes décident que le nouveau Front populaire n'est pas menacé. En tout cas, il est fracturé sur la stratégie. Il est fracturé sur la stratégie. Mais si tous les autres au sein du nouveau Front populaire veulent nous raconter tous les jours et chaque heure que c'est la fin du nouveau Front populaire, alors ce sera la fin du nouveau Front populaire. Si on décide chacun, et c'est la ligne des écologistes, que c'est largement surmontable, parce qu'il est logique dans une coalition d'avoir des fois des objectifs communs, mais des orientations stratégiques qui diffèrent. On n'est pas dans le même parti. On n'a pas les mêmes histoires politiques. On n'a pas les mêmes corps collectifs. Et donc, ce qui se passe là aujourd'hui est très logique. Est-ce qu'on a besoin de s'insulter, de monter sur ces grands choix avec des vocabulaires toujours très, très virilistes en réalité ? Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je fais. Et d'ailleurs, si je faisais ça, il n'y aurait pas eu de nouveau Front populaire. Voilà. Marine Tondelier, invitée de ce dimanche du grand jury. Vous restez avec nous et on parlera à propos de virilisme d'ailleurs du retour au pouvoir de Donald Trump. C'est dans quelques minutes. Comparez pas Jean-Luc Mélenchon et Donald Trump quand même. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6. Peugeot. Envie de bien démarrer l'année ? En janvier, venez choisir la Peugeot qui vous ressemble. Citadine agile, berline élégante ou SUV affirmée. Motorisation électrique, hybride ou thermique, chez Peugeot, vous avez tous les choix. Et pour vous décider encore plus facilement, Peugeot vous offre jusqu'à 5 000 € d'avantages clients pour la reprise de votre véhicule. Alors rendez-vous dans votre point de vente Peugeot. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve, réservée aux particuliers jusqu'au 31 janvier. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Et t'as vu ce matin Manon arriver toute fière au volant de son hybride ? Mais oui, elle dit à tout le monde qu'elle est suréquipée, qu'elle consomme très peu et qu'en plus elle est hyper silencieuse. C'est sûr, elle a eu une augmentation. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Et non Patrick, chez MG pour une voiture hybride sans recharge et suréquipée, c'est à partir de 19 990 € sans condition. Exemple pour une MG3 hybride plus standard 9 hors option, tarif conseillé à particulier du 18 novembre 2024 selon stock disponible. Cycle mixte WLTP 4,4 litres 100. Découvrez la gamme hybride MG garantie 7 ans ou 150 000 km, détails et conditions sur mgmotor.fr. Pensez à covoiturer. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Rouler en électrique ? Ok. Avec un design audacieux ? Ok. Et sans dépasser mon budget ? Ok. Chez Opel, l'électrique coche toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, roulez en électrique dès 149 € par mois seulement. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour en profiter. Pour Corsa LLD 36 mois, premier loyer 5 500 €, bonus écologique 4 000 € déduit. Offre à particulier sur véhicule en stock jusqu'au 31 janvier, si acceptation crédit par. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Découvrez nouvelle Citroën IC3 à partir de 19 300 € et notre gamme électrique pendant les portes ouvertes du 17 au 20 janvier. L'électrique n'est plus réservé aux élites. Citroën.
Tarif conseillé particulier jusqu'au 31 janvier pour une nouvelle IC3U hors option après déduction du bonus écologique de 4 000 € selon décret gouvernemental. Détail sur citroën.fr. Selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RTL. RTL, il est 12h30. Toutes les infos qui comptent, c'est avec vous, Rachel Saadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Les choses sont en train de bouger. On a réussi à remettre en débat le sujet des retraites. C'est ce qu'affirme Marine Tondelier à l'instant sur RTL. La patronne des écologistes invitée du grand jury RTL, Le Figaro, M6, Public Sénat jusqu'à 13h. Interrogée par Olivier Bost, elle dévoile les grandes lignes des négociations en cours à 2 jours de la déclaration de politique générale de François Bayrou. Les premières inondations signalées sur la côte sud de Mayotte, l'archipel frappé en ce moment par la tempête tropicale Dikeledi. Des pluies diluviennes font craindre des glissements de terrain. Moins d'un mois après le passage du dévastateur cyclone Chido, l'alerte rouge de nouveau enclenchée. Tous les déplacements sont interdits. La collision entre 2 tramways a fait 68 blessés légers hier à Strasbourg. C'est le bilan définitif communiqué par la préfecture ce midi. On ignore encore ce qui a conduit à cet accident dans le tunnel de la gare. Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte. Les incendies de Los Angeles s'étendent à de nouvelles zones. Jusqu'ici épargnées, la ville américaine en proie aux flammes depuis 5 jours. Des feux qui ont fait au moins 16 morts, détruit 12 000 bâtiments, de nombreuses habitations. Malgré la mobilisation des milliers de pompiers, les incendies menacent donc maintenant la vallée très peuplée de San Fernando. La suite de la 17e journée de Ligue 1 de football, PSG Saint-Etienne à 20h45, à 15h Le Havre Lens, à 17h15 Toulouse Strasbourg et Montpellier Agen. Le grand jury RTL, Le Figaro, M6, Public Sénat, ça continue tout de suite avec Olivier Bost qui reçoit aujourd'hui Marine Tondelier. Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Découvrez nouvelle Citroën IC3 à partir de 19 300 € et notre gamme électrique pendant les portes ouvertes du 17 au 20 janvier. L'électrique n'est plus réservé aux élites. Citroën. Tarif conseillé particulier jusqu'au 31 janvier pour une nouvelle IC3U hors option après déduction du bonus écologique de 4 000 € selon décret gouvernemental. Détail sur citroën.fr. Selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Orange, on sait que Théo a enfin pris de bonnes résolutions. Il s'est dit que pour 2025, il allait faire plus de sport, être plus gentil et plus économe. Alors quand il apprend que grâce au solde chez Orange, il a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, et aussi sur les accessoires, il se dit que plus économe, c'est fait. Le sport, il n'y a plus qu'à s'y mettre, quoi. Orange est là. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 4 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Savourez le frisson de l'aventure. Antarctique, Alaska, Spitzberg, Groenland. Avec HX, explorez les mondes polaires. Naviguez vers des contrées inhabitées, entourées d'icebergs, et observez la faune sauvage dans son milieu naturel. Réservez maintenant et économisez jusqu'à 20% sur votre croisière d'expédition. Rendez-vous sur travelhx.fr. HX, changez votre regard sur le monde. Offre soumise à conditions. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elle est à 1,49 €. Quoi? La botte d'1 kilo de poireaux? Eh oui, dès demain chez Lidl, la botte d'1 kilo de poireaux est bien à 1,49 €. Et origine France, hein. Moins d'1,50 € la botte d'1 kilo de poireaux. Bon, c'est sûr, ça va botter leurs clients. De vrais Hercule sur les poireaux. Et nous, on peut toujours poireauter pour faire comme Lidl, hein. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidletmoincher.fr. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Alors, c'est fête? Écoute, ça va, ça va. Tout s'est bien passé? Oui. Mais le meilleur reste à venir. Et si les vraies fêtes, c'était les journées portes ouvertes Volkswagen du 16 au 20 janvier. En ce moment, profitez du Taigo à partir de 199 € par mois. Pour un Taigo VV édition 9, LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 3 000 €, puis 36 loyers de 199 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RTL. Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost. Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, est notre invitée. À mes côtés pour vous interroger, Pauline Buisson de M6 et Claire Convite du Figaro. Bonjour.
Des incendies meurtriers dévastent Los Angeles. Le bilan provisoire est de 16 morts et 10 000 bâtiments détruits. Ces incendies, pour vous, ça ne fait pas de doute, sont liés au réchauffement climatique ? Ça ne fait de doute pour aucun scientifique sur cette planète qu'à mesure que la planète se réchauffe, les phénomènes extrêmes, les méga-feux, les cyclones, les inondations vont s'accélérer, vont s'intensifier. Je pense très très fort aux personnes qui se battent contre les flammes, aux victimes et à leurs proches en ce moment à Los Angeles, tout comme je pense très fort aux victimes à Mayotte, tout comme je pense à il y a un an les vœux que j'avais présentés au Pas-de-Calais en direct de Saint-Omer, les pieds dans l'eau, et les personnes qui avaient perdu leur maison à cette époque-là ne sont toujours pas pour toutes retourner chez elles. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se placer d'un point de vue climatique et que ça doit se voir dans les budgets qu'adopte notre pays. Est-ce que toutes ces catastrophes aident à la prise de conscience ou au contraire l'écologie est retombée dans les préoccupations ? C'est très compliqué. Parce que je vois, y compris aux États-Unis, ça avait commencé avec l'ouragan Katrina en 2005, qui était terrible, vous vous rappelez, à la Nouvelle-Orléans. Et puis les fondamentalistes religieux et puis certains politiques républicains avaient dit le cyclone avait la forme d'un fœtus de 6 mois victime d'un avortement. Et puis pour Haïti aussi, on nous a redit c'est un châtiment pour les femmes qui avortent dans le monde. On nous dit souvent ça et je trouve ça terrible déjà vis-à-vis des femmes qui se retrouvent souvent bouc émissaires des choses dans lesquelles elles n'ont rien à voir. Et c'est tellement malsain comme argumentation, mais tout est fait de la part de certains pour qu'on détourne l'attention et pour qu'on pense qu'au contraire, il faut continuer à faire tout comme avant, que c'est ça qui nous sauve. Donc moi, j'appelle celles et ceux qui sont climato-sceptiques à se réveiller. Mais j'appelle aussi celles et ceux qui voient ce qui se passe à se mobiliser. Parce que l'autre risque, c'est aussi celui de se dire que de toute manière, c'est trop tard d'être dans une forme d'être désabusé, ce que je peux entendre. Mais ça n'est pas le cas. Il y a encore des raisons d'espérer et de se mobiliser. On peut y arriver ensemble. Justement, selon l'Organisation météorologique mondiale, le réchauffement de la planète en 2024 a dépassé les 1,5 degrés. 1,5 degrés, c'était l'objectif des accords de Paris. Des accords de Paris. À partir du moment où cet objectif est dépassé, faut-il en changer ? Alors en plus, il faut dire que c'est 1,5 degré de réchauffement, donc depuis l'ère pré-industrielle, c'est une moyenne parce que ça prend en compte toute la surface du globe, y compris au-dessus des océans. Et que la réalité d'un certain point du globe, c'est déjà plus 3 ou plus 4 degrés. Et que quand vous arrivez là, il y a un emballement dont personne, même les meilleurs scientifiques, ne peuvent prévoir exactement les conséquences. Est-ce que l'objectif d'1,5 degré a encore un sens ? Faut-il le revoir ? Faut-il se préparer, comme l'ont fait les précédents gouvernements, à plus 4 degrés ? Est-ce qu'il faut continuer ? Bien sûr qu'il faut s'y préparer, et c'est le propre des écologistes d'être prêt à tout le temps, parce que rien ne peut être écarté aujourd'hui comme danger pour l'habitabilité de la planète et donc pour l'humanité. Mais est-ce qu'il faut acter l'échec de cet objectif des accords de Paris ? Il faut surtout acter que les politiques ne prennent pas la mesure, les politiques au pouvoir ne prennent pas la mesure de ce qu'il faut faire. Quand j'entends le gouvernement français se gargariser de ce qu'il fait sur l'environnement en disant « mais nous, franchement, si tout le monde faisait comme nous, ça irait », c'est pas vrai. J'ai lu, il y a la semaine dernière, un rapport du secrétariat général à la planification écologique. Vous vous rappelez que Mme Borne avait mis en place, ce secrétariat général à la planification écologique, elle avait mis en place des indicateurs pour dire où la France devait être telle année pour respecter ces accords de Paris. Bon, le SGPE, c'est pas un rapport ni de Greenpeace ni des écologistes, c'est un rapport du gouvernement. Ils disent que sur j'ai noté les chiffres, sur les 300 000 nouvelles voitures, il y a eu 300 000 nouvelles voitures immatriculées, il y aurait dû y en avoir 430 000 l'année dernière. Il y a eu 85 000 habitations rénovées, il y aurait dû y en avoir 200 000 l'année dernière. Sur les phytosanitaires, la France baisse sa consommation moins vite que tous les autres pays d'Europe. Sur le report modal, c'est-à-dire on laisse sa voiture pour prendre un train, ça ne va pas du tout sur les objectifs. Moi, dans les Hauts-de-France, je vous dis, l'année dernière, il y a eu 11 000 TER supprimés sur un an. Évidemment que les gens continuent à prendre leur voiture. Sur le covoiturage, ça ne va pas non plus. Sur l'agriculture, je peux vous faire tous les sujets comme ça. Et donc, à un moment, on ne peut pas toujours se dire que c'est de la faute des autres. On doit prendre nos responsabilités. Et quand je vois que pour l'année prochaine, le gouvernement français envisage de baisser de 136 millions d'euros sur la biodiversité, de 500 000 euros sur les flottes de véhicules électriques, qu'ils veulent baisser le fonds vert de 60%, le fonds vert qui sert à l'adaptation des territoires. Ils ont fait un plan, vous savez, un plan national d'adaptation au changement climatique. Le 3e est sorti avec plusieurs mois de retard, parce que d'abord, il y avait une dissolution. Après les Jeux Olympiques, c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est plus important que de sauver la résilience de nos territoires. Et puis, ils sortent ce plan qui est bien fait. Je reconnais, qui donne les bonnes ambitions sur comment on adapte les territoires, comment on protège les habitations du littoral, etc. Mais quand tout ce qui est préconisé sur ce plan
n'a pas les moyens qui vont avec dans le budget, alors ça sert à rien. Et c'est même très hypocrite. Et donc nous, quand on se bat pour le fonds vert, quand on se bat pour, par exemple, le fonds Barnier, en plus il s'appelle Michel Barnier, qui sert par exemple aux personnes, il y a des millions de Français aujourd'hui dont les maisons se fissurent ou vont se fissurer dans les années qui viennent à cause des rétractations des sols argileux. Ça, c'est pour vous montrer que des fois on dit l'écologie c'est punitif. Là, ça va être très très punitif et ce ne sera pas de la faute des Verts. Ce qui est punitif, c'est quand on ne s'occupe pas du sujet. Marine Tondelier, et voilà. on va passer donc à une vraiment autre... mobilisez-vous, je vous le dis, il ne faut pas être dans la résignation. Il y a plein de choses à faire. Rejoignez-nous, rejoignez les associations environnementales et battons-nous. À une autre actualité qui est une actualité diplomatique, Claire Conrit. Oui, Marine Tondelier, la fin de la semaine a été marquée par l'expulsion d'abord d'un influenceur français du territoire français algérien qui a finalement été ramené en France après que l'avion ait atterri en Algérie. D'abord, est-ce que vous soutenez la France dans sa volonté d'expulser des influenceurs algériens appelant à la violence sur les réseaux sociaux ? Écoutez, je trouve que tout ça, c'est de la provocation. Ces influenceurs, oui, sont dans la provocation, c'est ce qui les caractérise, mais Bruno Retailleau aussi dans la provocation. Et ça, il faut le dire. C'est plus que de la provocation, c'est des appels à la haine. Oui, mais ce que fait M. Retailleau, c'est contraire à l'état de droit. D'expulser des gens dont un procès est prévu le 14 février, sans attendre leur procès, excusez-moi, c'est un symbole de l'extrême droite au pouvoir. Le droit international, par exemple, les relations entre États ont des règles aussi. Quand vous avez un ressortissant d'un pays, que vous voulez le renvoyer dans son pays, ça se fait avec l'accord du pays. C'est pas des colis la redoute, les gens. Vous pouvez pas dire tiens, je l'envoie, retour à l'expéditeur. Non, on n'a pas de problème diplomatique avec l'Algérie aujourd'hui. On a des problèmes diplomatiques avec l'Algérie et je pense ce que je pense du gouvernement algérien. Mais les relations internationales ont des règles. Il y a des règles de droit et il y a aussi des règles de droit dans les procès et dans les règles qui régissent aujourd'hui en France comment on peut renvoyer ou pas des personnes. Et je trouve extrêmement choquant que M. Retailleau, après un incendie aussi pyromane la semaine dernière sur les sorties scolaires et les femmes voilées qui les accompagneraient, il va nous en faire une par semaine. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle des vrais sujets. Hier, il y avait à Calais une manifestation extrêmement touchante, des centaines de personnes, en mémoire des 80 personnes qui sont mortes l'année dernière sur les côtes du nord de la France en essayant de rejoindre l'Angleterre. Pourquoi c'est extrêmement grave ? Parce que, vous savez, les débats médiatiques, c'est vous qui les choisissez. Vous, en tant que journaliste, vous choisissez dans quel ordre vont être les sujets au journal télévisé, dans quelles questions vous nous posez à nous, responsables politiques. Quand M. Retailleau allume un incendie par semaine, parce que c'est ce qu'il fait, il fait que vous me posez à moi des questions sur ses provocations, plutôt que de lui poser des questions à lui sur son bilan. Parce que c'est son bilan et celui de M. Darmanin, des morts en mer Méditerranée. Et je peux vous faire beaucoup de sujets comme ça. Vous savez, il y a 40% de la population de Gaza qui a été exterminée depuis le début du conflit israélo-palestinien, depuis les incursions terrestres en octobre 2023. Et je trouve que cette manière de faire de la politique occulte les sujets les plus graves, celui de l'environnement, celui des Palestiniens, beaucoup de sujets comme ça qui passent à l'ombre de micro-polémiques qui ne m'intéressent pas. Je vous laisse juger si c'est un sujet grave ou pas, mais prenez-vous au sérieux les menaces de Donald Trump d'envahir le Groenland, le Panama ou le Canada ? Mais cet homme est complètement azimuté, excusez-moi de le dire, on le sait. Mais c'est pas juste qu'il est azimuté, c'est qu'il est à la tête d'une des plus grandes puissances internationales. Azimuté, ça veut dire qu'il faut le prendre au sérieux ou pas ? Il faut partir du principe qu'il est capable de tout le temps. Et je pense que c'est quand même un homme qui, quand il a perdu le pouvoir, a organisé la prise d'assaut du Capitole par ses troupes. C'est quelqu'un qui n'est plus depuis longtemps dans l'état de droit, qui était un apprenti dictateur et qu'il faut prendre au sérieux parce qu'il a entre ses mains énormément de pouvoir et à la tête d'un État qui lui-même a énormément d'impact. Donc oui, c'est grave et extrêmement préoccupant. Avant son retour à la Maison-Blanche à la fin du mois, il y a un fait nouveau, c'est qu'on voit ce qu'on appelait les GAFA, les géants du numérique, faire allégeance à Donald Trump. On a notamment vu Facebook cette semaine annoncer réduire ses contrôles contre les fake news et les propos haineux. Marine Tondelier, faut-il s'habituer à une liberté d'expression totale ? Voilà, c'est pas une question de liberté d'expression. C'est une question de fabrique de l'opinion et d'ultra-riches qui accumulent les richesses et qui, une fois qu'ils ont accumulé suffisamment de richesses, essayent d'acheter le pouvoir. C'est ça dont il est question aujourd'hui et c'est pour ça que des fois on passe pour des fleurs bleues à défendre une information indépendante, à défendre la lutte contre la concentration des médias.
Mais aujourd'hui, vous voyez, ce débat sur la concentration des médias, on le voit en France, il y a très très peu de chaînes et de titres de presse aujourd'hui qui ne sont pas détenus par des milliardaires. Mais il faut aussi prendre en compte maintenant les réseaux sociaux dans ce calcul. Et ça fait partie de la fabrique de l'opinion. Ça a une prise sur le réel. Ça a des impacts sur les résultats des élections. Donc moi, je vais vous dire, Twitter, ça fait partie, et je pense que c'est au sommet, des critères de pénibilité de ma fonction politique. Dans mon quotidien, c'est un critère de pénibilité et de souffrance. Alors, ce n'est pas le principal sujet politique du monde non plus, ma souffrance quand j'ouvre mon compte Twitter, mais ça n'est pas normal. X et je pense que ce réseau... Est-ce que X est devenu dangereux? Bien On sûr. voit notamment son propriétaire, Elon Musk, sûr. faire campagne, par exemple, pour l'extrême droite, l'AfD, en Allemagne. Oui. C'est pénible ou c'est dangereux? Mais c'est dangereux. Parce que c'est une remise en question de nos démocraties. Est-ce qu'il faudrait imaginer, par exemple, qu'on suspende Twitter pendant les périodes électorales? J'ai dit, à la première occurrence, on m'a posé cette question il y a quelques semaines, que Twitter devait être soit régulé, soit interdit. C'est ma ligne, elle est constante et je n'en dérogerai pas parce que, vous voyez, moi, on va dire que j'ai les épaules solides et que j'en ai vu d'autres. J'ai 10 ans d'opposition à l'extrême droite à Hénin Beaumont et je me suis forgée dans l'adversité. Je sais mettre à distance, j'ai appris à me détacher de tout ça. Mais je pense aussi à tous les jeunes qui font victime de campagnes de haine parce qu'ils sont, de par leur orientation sexuelle, de par leur fragilité parfois, et qui se retrouvent en première ligne sur ces réseaux sociaux à faire l'objet de campagnes de harcèlement. On le voit, il y a chaque année des enfants qui se suicident parce que leur harcèlement scolaire passe maintenant par les réseaux sociaux et les poursuit jusque chez eux, atteint leur réputation, parce qu'ils lisent des horreurs sur leur orientation sexuelle tous les jours sur ces plateformes et qu'on ne peut pas laisser faire ça comme si c'était juste une liberté d'expression. Vous savez, dans la loi, aujourd'hui, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Ouais. Marine Tondelier, Yannick Jadot, sénateur écologiste, candidat à la dernière élection présidentielle, a décidé et a annoncé qu'il allait quitter X. Vous choisissez de rester pour l'instant? C'est un débat qu'on a tous les jours en ce moment à la direction de mon parti. Vous savez, nous, on est adeptes des transitions, c'est-à-dire qu'on prépare toujours les alternatives. J'ai été l'une des premières politiques françaises à rejoindre le réseau Blue Sky, sur lequel aujourd'hui je suis la responsable politique qui est la plus active et qui est la plus suivie, 3 fois plus que la personne qui arrive en deuxième position. Donc nous misons sur ces réseaux, sur Blue Sky, sur Mastodon, qui a aussi le gros avantage d'être une plateforme décentralisée. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs serveurs, même s'il y en a un qui est plus actif aujourd'hui. Et donc, vous voyez, sur Mastodon, personne ne peut prendre le contrôle sur tout ce réseau social. Ce qui se passe avec Twitter ne pourra jamais arriver avec Mastodon. Vous avez fait la promotion. Et donc, c'est très important. Non, mais je le dis parce que on dit, est-ce que vous avez quitté Twitter? Oui, mais c'est nos outils de travail et c'est les vôtres aussi. Et donc, c'est pas moi toute seule. On doit tous quitter Twitter. Et moi, j'ai posé hier la question au chef des autres partis du Nouveau Front Populaire. Parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai le regret de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. Si tout le Nouveau Front Populaire le fait, alors oui, ça en a. Et c'est pour ça qu'à un moment, on est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est moi, je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Il contribuera quand même à déstabiliser les prochaines élections. Et on sait que leur ennemi, aujourd'hui, que ce soit à Poutine ou à Donald Trump, c'est la démocratie en Europe et la force que peut avoir le continent européen contre eux et par devers eux. Et donc, il faut, oui, agir fortement pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. Le grand jury, question express. À Paris, Lyon ou encore Marseille, des opposants ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen dans la rue. Auriez-vous pu vous joindre à eux? Je ne juge pas. Moi, je ne l'aurais pas fait. J'estime que dans ma culture personnelle, on respecte le jour de la mort des personnes n'est pas un jour de réjouissance, quelle qu'elle soit. Après, moi, je peux entendre que des personnes qui ont été ciblées personnellement par Jean-Marie Le Pen, qui disaient très officiellement qu'ils ne voulaient pas de leur présence sur le territoire national, aient eu envie de se réjouir. C'est une réaction qui leur appartient et que je ne commente pas. L'épidémie est particulièrement forte, épidémie de grippe cette année. Faut-il rendre obligatoire le vaccin pour les soignants, vaccin de la grippe? Moi, là-dessus, je pense qu'il faut s'en remettre à la science et je ne prétends pas être une experte scientifique. Donc je sais que c'est des sujets qui sont en débat entre scientifiques et j'attends leurs préconisations. Pour ou contre Yannick Jadot, candidat à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, selon des rumeurs, il serait favorable? Alors, si Anne Hidalgo y est favorable, non, je pense que ça fait partie des excellentes candidatures possibles pour la mairie de Paris. Et c'est un débat qui sera tranché par les militants parisiens dans les semaines qui viennent. Pauline Buisson, une dernière question. Mise en route de l'EPR de Flamanville, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la neutralité carbone? C'est une bonne nouvelle pour la facture des Français, peut-être?
c'est une très mauvaise nouvelle pour la gestion des déchets nucléaires dont on ne sait toujours pas quoi faire. C'est une très mauvaise nouvelle parce que moi, je n'ai pas confiance dans ce processus qui a conduit à ouvrir Flamanville. On a bien vu quand même que ça avait pris 12 ans de plus et quelques milliards supplémentaires. Et donc, non, rien de ce qui se passe à Flamanville n'est une bonne nouvelle pour moi. Et une toute dernière question, je vous fais réagir, puisque Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est invitée de nos confrères en ce moment. Elle vient de déclarer qu'elle n'était pas opposée par principe à arrêter la réforme des retraites, donc, pour rediscuter. C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle et je pense que beaucoup au sein de la Macronie sont en train de se rendre compte du mur dans lequel ils vont. Et encore une fois, on leur a donné nos conditions, la décision leur appartient, mais ils n'auront aucune excuse. S'ils décident aujourd'hui de continuer leur politique, ce sera les yeux dans les yeux, en pleine conscience, et ce sera vraiment leur choix de continuer cette obstruction qui nous conduit tous dans le mur. Le grand jury, ça se passe au Parlement. Alors, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, le Sénat redémarre l'examen du projet de loi de finances, là où il s'était arrêté le jour de la censure. Trouvez-vous déjà normal de reprendre ainsi l'examen du budget ? C'est sûr que ça contraint et ça réduit, voire ça annihile le rôle de l'Assemblée nationale. Mais il faut bien comprendre Est-ce que vous allez manquer de marge pour, si vous obtenez ce que vous demandez au Premier ministre, pour avoir tous ces changements ? Il y a une vraie question. Vous savez que quand on est en deuxième lecture d'un texte, il a déjà été étudié à l'Assemblée et au Sénat. S'il revient à l'Assemblée, s'applique ce qu'on appelle la règle de l'entonnoir, c'est-à-dire que dans tous les amendements que le gouvernement ou que les parlementaires peuvent déposer, ils ne peuvent pas déposer un amendement qui ajoute un nouvel article, qui ajoute une nouvelle disposition. Ils peuvent juste modifier les articles existants. Et donc, sur plusieurs mesures dont nous discutons avec le ministre du Budget, on est en train de chercher techniquement comment on arrive à les raccrocher ou pas à un article. On en est là. Après, moi, je peux entendre, je le regrette profondément, mais je peux entendre qu'on cherche à aller vite parce qu'au plus rapide, on aura un budget pour la France le 1er mars. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de budget en janvier et en février? Ça veut dire que sur tous les appels à projets, que ce soit pour la culture, pour l'environnement, en fait, les appels à projets sont bloqués. Vous voyez, par exemple, je dénonce depuis longtemps le fait que sur le fonds vélo, c'est un fonds qui a été créé par Elisabeth Borne en 2023, c'était un plan 2023-2027, il y avait de l'argent tous les ans. Mais il a abandonné en 2024, au bout d'un an, il y a eu 0 €. En 2025, 0 €, il y a 400 dossiers qui attendent alors qu'il y a des morts d'accidents cyclistes parce que les aménagements ne sont pas bien faits et que c'est vraiment quelque chose de... C'est abandonné ce plan. Non, vous n'avez pas... Ah non, on est en train de se battre pour remettre les crédits dessus. Mais un appel à projet, même quand vous le rétablissez, c'est ouvert sur 10 mois au lieu d'être ouvert sur 12 mois, forcément, vous distribuez moins d'argent. Et quand on rencontre nos interlocuteurs de Bercy, ils nous disent d'ailleurs que dans les économies qu'ils cherchent, mécaniquement, des économies seront faites par le fait qu'en janvier et en février, on ne va rien dépenser. Marine Tondelier, une question. Et ça m'embête beaucoup. Une question de Pauline Buisson. La loi spéciale pour la reconstruction de Mayotte arrive demain à l'Assemblée nationale. Est-ce que reconstruire Mayotte en interdisant les bidonvilles, ça vous semble réaliste et comment faut-il faire? On voit que c'est compliqué. Il se trouve que moi, j'étais à Mayotte au printemps dernier et je peux vous dire que je me suis pris une gifle en découvrant cette île dont j'avais beaucoup entendu parler. Je m'étais documentée, mais quand vous êtes sur place, c'est pas pareil. Je viens du département de l'Hexagone le plus pauvre de France, le Pas-de-Calais. Depuis que j'ai vu Mayotte, je ne me plaindrai plus jamais. Parce que ce qui se passe à Mayotte est une insulte pour notre République française. Soit on décide que Mayotte n'est pas français, il se trouve que nous avons décidé que Mayotte était français et que les Mahorais ont décidé d'être français. Alors il doit être considéré comme un département à part entière. Et dans la reconstruction de Mayotte, je serai extrêmement attentive à ce que le minimum vital, mais pas juste le minimum vital, en réalité, on soit dans l'étiage des autres départements en termes de réseau d'assainissement, de gestion des déchets, parce que ce sont des sujets pas juste qui touchent l'écologiste que je suis, mais qui touchent la citoyenne que je suis. Je ne peux pas accepter que des citoyens français vivent sans réseau d'assainissement avec ce que ça suppose en termes de santé publique et de pollution. Et donc, il faudra reconstruire de zéro en faisant ça. Voilà. Si le gouvernement soutient la proposition de loi des Républicains qui veut revoir le droit du sol à Mayotte, c'est censure de votre part? Évidemment. Évidemment, parce que si c'est un territoire français, alors s'y applique le même droit que partout ailleurs en France. Donc il ne faut pas revoir le droit du sol à Mayotte, selon vous. Je vais vous dire, le sujet de l'immigration à Mayotte, ce n'est pas une question de droit du sol ou pas. C'est une question qu'à quelques encablures de là, vivent des Comoriens qui ont un niveau de vie 5 fois inférieur à celui des Mahorais. Et donc vous pouvez entourer l'île de barbelés si vous voulez, ils continueront d'avoir envie de venir. Et donc, je trouve très hypocrite de la part de ce gouvernement de faire les gros bras avec un vocabulaire très viriliste sur l'immigration à Mayotte, mais de sabrer
les budgets de l'aide au développement. Parce que quand vous sabrez l'aide au développement en tant que gouvernement français, eh ben vous faites en sorte que notamment on n'aidera plus les Comores à se développer et donc on continuera à voir se creuser l'écart et qu'on continuera à voir toujours plus nombreux des Comoriens essayer de rejoindre la France via Mayotte. Et donc c'est pour ça que j'aime pas les trucs à l'emporte-pièce, j'aime pas ces provocations de Bruno Retailleau qui, en plein deuil national, 2 jours après l'horreur, était sur place pour cibler l'immigration. C'est pas les migrants qui ont provoqué le cyclone à Mayotte, hein. C'est les conditions météorologique accentuée par le changement climatique. Il aurait pu faire une déclaration là-dessus, non. Il a choisi son seul terrain de jeu, en réalité le seul qu'il maîtrise et qu'il instrumentalise, celui de l'immigration. Je trouve ça abject, déplorable et c'est à l'opposé de l'humanisme que je porte. Un dernier moment. Le Grand Jury 2027, c'est demain. 2027 ou avant, c'est aussi une question. Les sondages pour Emmanuel Macron, il n'a jamais été aussi bas dans les enquêtes d'opinion. Et c'est pas terminé. Est-ce que vous ne demanderez jamais la démission du président de la République ? La question se pose, tout simplement parce que les Français se la posent. Et que, en fait, le seul à ne pas se la poser, c'est lui. Mais vous posez la question ou vous le demandez ? Ce qui n'est pas la même chose. Alors moi, j'ai compris depuis bien longtemps que ce n'était pas moi qui décidais. Hein. Donc la décision est entre ses mains. Je pense que on voit bien qu'il doute et moi je pense la vérité c'est que si le gouvernement Bayrou tombe, je pense qu'il n'aura plus le choix cette 3e fois que de nommer un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Qui tombera à son tour. Comme ça. Je n'en suis pas aussi sûre que vous, parce que je pense que s'ils sont sincères quand ils s'estiment très préoccupés de la stabilité institutionnelle, alors ils ne pourront pas, par principe, censurer ce qu'ils avaient reproché à la gauche quelques mois auparavant. Mais donc, vous me demandez si nous nous y préparons. Les écologistes, par construction historique, c'est dans notre ADN, on se prépare tout le temps à tout, parce qu'on est formé au fait que tout est arrivé. Vous avez commencé à collecter vos signatures ? Nos signatures, on les a déjà. Je vais vous dire, la France Insoumise, s'ils le font, c'est parce qu'ils savent que la fois dernière, il y avait un stress là-dessus et que c'est compliqué pour eux. Nous, chez les écologistes, nous avons déjà nos 500 signatures, donc ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe le plus. Mais par contre, on doit se préparer financièrement, évidemment. On doit se préparer en choisissant quelle serait notre incarnation, notre candidature à la candidature commune, on va le dire comme ça. Et on vous pose là la question surtout, pour savoir si c'est vous dans un prochain grand jury. Non, mais surtout, il faut se préparer avec tous nos partenaires sur le projet, aller écouter les Français ensemble sur le territoire et puis choisir comment nous choisirons un candidat commun, mais c'est le choix des écologistes. Bon dimanche à tous.